Monsieur, bonsoir et bienvenue aux 19h de ce 30 août. À la une de l'actualité, décès de l'ancien membre du Conseil de la Nation, le professeur Rachid Bougharbel. Le président de la République adresse un message de condoléances à la famille du défunt et le corps médical et scientifique. Les détails dans quelques instants. Alger s'apprête à recevoir de nombreuses délégations pour la foire commerciale intra-africaine, une tribune stratégique appelée à transformer la ZLECAf en une réalité concrète. Les entreprises comme la Sonelgaz visent à renforcer leur présence au sein du continent à travers le partenariat et l'investissement. En France, risque de blocage total le 18 septembre à l'appel des principaux syndicats du pays qui annoncent des grèves et d'importantes manifestations. Elle dénonce le plan d'austérité du gouvernement. Et puis nous parlerons de pêche. Le premier concours national de pêche à la flottante organisé au port de Plaisance des Sablettes. 36 passionnés de plusieurs wilayas se sont mesurés les uns aux autres dans une ambiance studieuse empreinte de patience. Reportage dans ce journal. Patrimoine ce soir, on vous emmène à la Kasbah de Béjaïa, construite par les Almohades au XIIe siècle. Elle porte les traces du rayonnement culturel et scientifique auquel elle a participé, le remarquable passage du sociologue et historien Ibn Khaldoun. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. Décès de l'ancien membre du Conseil de la Nation, le professeur Rachid Bougharbel, le président de la République. Ahmed Tebboune adresse un message de condoléances à la famille du défunt. Voici le contenu. C'est avec une grande tristesse et une profonde affliction que j'ai appris le décès du regretté professeur Rachid Bougharbel, le frère et l'ami. Je vous adresse ainsi qu'à l'ensemble du corps médical et scientifique mes sincères condoléances et l'expression de ma compassion la plus attristé par la disparition du professeur Rachid Bougharbel. Algérie perd l'un de ses valeureux enfants et éminent médecin qui a voué sa vie à la santé publique et l'élévation scientifique, notamment dans sa spécialité, la cardiologie. Tout au long de sa carrière, le défunt a été un homme généreux, formant des générations de médecins compétents, en particulier durant sa mission en tant que chef du service de cardiologie à l'établissement hospitalier spécialisé Dr Maouch Mohamed Abouqalan. Nous ne pouvons que nous recueillir à sa mémoire, implorant Allah Tout-Puissant de le récompenser pour ses œuvres, de l'entourer de sa sainte miséricorde et de l'accueillir en son vaste paradis en compagnie des véridiques. À Dieu nous appartenons et à lui nous retournons, conclut le président de la République dans son message de condoléances. Pardon. Alger s'apprête à recevoir les nombreuses délégations du continent en prenant part à la foire commerciale intra-africaine. Cette 4e édition aspire à être une véritable tribune stratégique, un rendez-vous appelé à transformer la zone de libre-échange continentale africaine en une réalité concrète. En tout cas, le potentiel est énorme et la volonté politique devrait suivre. Rina Lerari. Au-delà de l'exposition, il s'agit d'accélérer l'harmonisation des règles commerciales, de fluidifier les échanges et de donner corps à un marché unique africain. L'IATF permettra d'unifier les normes, de lever les barrières logistiques et de soutenir la mise en place de chaînes d'approvisionnement africaines. Investissements industriels, projets d'infrastructures, systèmes douaniers uniformisés, plateformes de paiement numérique. La foire se veut aussi une passerelle pour les petites et moyennes entreprises vers de nouveaux marchés. Avec près d'1,4 milliard de consommateurs, cette manifestation ouvre une plateforme physique et numérique sans précédent. Conférences, forums et signatures de contrats viendront donner un nouveau souffle au commerce intra-africain, encore trop limité face aux potentialités. À l'agenda également, le Nexus de l'Afrique créative et le Salon africain de l'automobile. 2 espaces phares pour valoriser l'innovation, l'industrie culturelle et les chaînes de valeur industrielles du continent. Le thème de cette 4e édition est Boosting Intra-African Trade for a Sustainable Future, Innovation, Value Addition and Green Industrialization. Donc, qui veut dire simplement que cette 4e édition de la foire veut se focaliser sur l'innovation, veut se focaliser sur les chaînes de valeur et l'industrialisation verte. Donc, il faudrait reconnaître que l'Afrique
n'est pas à la tête des pays au niveau mondial en termes d'innovation. Il faut la collaboration et c'est la collaboration intense au niveau des centres de recherche qui va accélérer l'innovation et permettre que l'Afrique remonte dans le classement des continents ou des pays qui ont le plus d'innovation. L'organisation de cette édition à Alger reflète l'ambition du pays. Se positionner comme un pôle majeur de l'intégration économique africaine. Son emplacement stratégique entre Afrique subsaharienne, Méditerranée et Europe en fait un relais vital pour les flux commerciaux et d'investissement. Et avec son adhésion au système panafricain de paiement PAPS, l'Algérie confirme son rôle moteur dans l'agenda de la SLECAF et compte transformer les textes en une réalité palpable. Il y a également les actions que l'Algérie mène pour pouvoir consolider le marché africain, l'intégration africaine. Et là, par exemple, l'Algérie est en train d'accélérer le GAFTA, qui est le marché arabe, pour que ce marché puisse s'intégrer au marché africain du ZLECAf. Le fait que l'Algérie aujourd'hui accepte de discuter avec ses voisins africains, de s'impliquer, d'être à toutes les réunions de l'Union africaine, mais également d'héberger des initiatives africaines comme la foire, comme le NARC, démontrent l'engagement solide de l'Algérie. L'Algérie a carrément renforcé son engagement en faveur de l'intégration économique africaine. Et ces initiatives pour améliorer les infrastructures, développer les corridors commerciaux, faciliter les échanges avec ses voisins témoignent d'une volonté réelle de s'ancrer dans l'économie africaine. Une semaine pour bâtir des ponts. Une semaine pour renforcer la confiance dans les capacités locales et dessiner l'avenir économique du continent. Alger devient donc l'épicentre du commerce africain durant une semaine et au-delà. L'énergie est un des secteurs prometteurs en Afrique et qui pourrait trouver un important écho à l'IATF. Le groupe Sonelgaz, par exemple, vise à renforcer sa présence au sein du continent et à nouer de nouveaux partenariats et investissements. Lina Belaïd, Rina Lorari. Forte de son assise économique, de ses ressources énergétiques et de son expertise reconnue, l'entreprise Sonelgaz élargit ses horizons. La compagnie ne se limite plus au marché national, elle franchit désormais les frontières pour s'imposer comme acteur incontournable du développement énergétique en Afrique. Une convention a été signée avec le directeur général du WAP, une organisation régionale regroupant 14 pays africains et spécialisée dans la gestion des réseaux électriques. Une deuxième convention a suivi avec l'autorité de régulation de l'électricité, responsable de la gestion du système électrique dans ces 14 pays. Il s'agit d'une étape fondamentale qui traduit une volonté commune de l'ensemble des membres de faire de Sonelgaz la locomotive d'un véritable développement énergétique en Afrique. Pour l'Algérie, l'intégration au marché africain représente un choix stratégique. Une responsabilité assumée par le groupe qui s'engage à soutenir les pays africains dans les domaines de l'électricité et du gaz à travers l'exportation de l'énergie électrique. Dans cette dynamique d'intégration régionale, Sonelgaz multiplie les projets d'interconnexion électrique avec les pays voisins afin de consolider la sécurité énergétique commune, une ambition qui repose aussi sur la formation et le transfert de savoir-faire à travers ses instituts techniques pour appuyer les nouvelles compétences africaines. L'entreprise ambitionne également de renforcer la présence industrielle régionale sur le marché continental en exportant les équipements électriques et gaziers fabriqués en Algérie vers les marchés du continent. Nous avons réalisé plusieurs opérations d'exportation des turbines et des compteurs électriques vers la Tunisie, ainsi que de stations de recharge pour véhicules électriques vers la Libye. Notre prochaine participation à l'IATF nous permettra de mettre en avant des produits de haute qualité, reconnus pour leur fiabilité et leur technicité. Cet événement offrira également un cadre propice à la conclusion de nouveaux partenariats et à l'élargissement de la présence de l'entreprise sur le marché africain. En s'appuyant sur une stratégie axée sur l'attraction des investissements étrangers et l'ouverture au marché extérieur, Sonelgaz entend consolider son rôle de leader dans le domaine des énergies renouvelables et de développer des exportations d'envergure vers le continent africain.
À l'étranger, l'assaut général de l'armée de l'occupation israélienne contre Gaza s'intensifie dans le centre qu'elle tente de contrôler totalement. Depuis ce matin, au moins 10 Palestiniens ont été tués par l'entité sioniste. Les bombardements et les tirs d'artillerie forcent des milliers de Palestiniens à l'exode et au déplacement dans des conditions inhumaines. Des centaines de milliers d'autres sont pris au piège. Le point avec notre correspondant Wissam Abou Zaïd, commentaire de Badia Amarni. Gaza s'est de nouveau réveillée sous les bombardements. Au nord et à l'est de la ville, les frappes israéliennes ont rasé plusieurs blocs résidentiels. Les bâtiments s'effondrent, les sons des bombardements fusent de partout. Des milliers d'habitants contraints à l'exode se dirigent vers l'ouest de la bande, les bras chargés d'enfants dans des conditions humanitaires des plus désastreuses. Pas d'eau, pas de nourriture, ces familles évoluent sous des abris de fortune. Regardez l'état de cette vieille dame. Elle a perdu toute sa famille. Elle n'a nulle part où aller. Où aller? Il n'y a nulle part où fuir. Je suis malade. Je ne peux ni marcher ni courir. Les frappes ont fait des dizaines de morts tombés en martyrs et des blessés. Les hôpitaux, de surcroît sans moyens, ne peuvent plus faire face à l'afflux des victimes et à la pénurie de médicaments. Au milieu des blessés, cette fillette pleure son frère. Tant bien que mal, les équipes médicales tentent de sauver le maximum de vies. Même les régions ouest de Gaza, qualifiées par l'occupationniste comme zone sûre, sont aujourd'hui classées zone de combat. Des missiles lourds y ont détruit des immeubles, tuant des femmes, des enfants et décimant des familles entières. Nous avons été bombardés dans la nuit. Tous les martyrs ici sont des civils innocents, des déplacés. Il n'y a ni sécurité ni protection. Nous n'avons nulle part où aller. L'armée sioniste poursuit sa guerre contre le peuple palestinien innocent dont le nombre de martyrs ne cesse d'augmenter après le nord et l'est de Gaza. Le danger guette désormais l'ouest de la bande, une région que l'armée sioniste veut à tout prix vider de sa population. Et le bureau de notre correspondant Gaza a été ciblé par les tirs d'artillerie. Fort heureusement, Wissam Abou Zaïd et ses collègues ont survécu à cette attaque barbare de l'occupationniste qui a eu lieu cet après-midi dans le centre. L'évacuation en masse de la ville de Gaza est impossible, affirme la présidente du Comité international de la Croix-Rouge, qui a dénoncé ce samedi les plans sionistes pour une évacuation massive du centre de l'enclave. Ceci déclencherait un mouvement de population qu'aucune zone de la bande de Gaza n'est en mesure d'absorber, compte tenu de la destruction généralisée des infrastructures civiles et des pénuries extrêmes de nourriture, d'eau, d'abris et de soins médicaux. En France, risque de blocage total le 18 septembre prochain à l'appel de l'intersyndicale, une mobilisation qui pourrait geler tous les transports, y compris aériens, en plus d'importantes manifestations prévues. Une action en complément de celle décidée le 10 septembre pour dénoncer le plan d'austérité 2026 du gouvernement. Meïsal Bouahla. En France, la rentrée sociale s'annonce explosive. Les principales organisations syndicales ont lancé un appel à une journée nationale de grève et à des manifestations le 18 septembre pour exprimer leur refus d'une austérité budgétaire jugée insoutenable pour les ménages. Nos organisations appellent à une journée de mobilisation sur l'ensemble du territoire le 18 septembre 2025, y compris par la grève et la manifestation. Nous appelons les travailleuses et les travailleurs à se mobiliser massivement pour changer la donne. Même exigence pour le secteur des transports qui appelle également à une grève massive. Les contrôleurs aériens ont de leur côté déjà déposé un préavis à partir du 18 septembre. Face à cette mobilisation, le patronat français tire la sonnette d'alarme avec une croissance à l'arrêt et des entreprises fragiles. Le mouvement des entreprises en France redoute que la grève n'aggrave la perte d'activité et n'envoie un mauvais signal aux investisseurs.
Les outils constitutionnels semblent aboutir au même résultat, une nouvelle dissolution, une présidentielle anticipée. Le vrai problème, c'est de trouver des majorités. Et ça, la Constitution n'y peut rien, donc on n'a plus vraiment de solution en main. Dans la rue, les Français expriment une profonde inquiétude face à l'avenir. Hausse des prix, précarité, incertitude fiscale, l'angoisse gagne du terrain, en particulier chez les jeunes et les classes moyennes. À cette tension économique et sociale s'ajoute une instabilité politique grandissante. Le gouvernement, fragilisé par l'absence de majorité claire à l'Assemblée, peine à faire passer ses réformes et risque de ne pas survivre au vote de confiance du 8 septembre. Moi, évidemment que je vais voter contre la confiance de M. Bayrou et ça sera le cas des parlementaires insoumis. Pour une raison simple, c'est qu'il faut changer, mais complètement, radicalement et totalement de logique économique aujourd'hui. Je me demande si M. Bayrou est déconnecté de la réalité ou en réalité c'est s'il organise son suicide pour pouvoir après dire « Regardez, je vous l'avais bien dit ». Que François Bayrou, je suis assez bien placé pour le dire, est un menteur. Il a roulé dans la farine les socialistes il y a un an, leur faisant tant de promesses et n'en tenant aucune. Nous le connaissons désormais. Jeudi 18 septembre s'annonce comme une journée décisive pour la contestation sociale entre tempête politique et exaspération populaire. C'est un sursaut collectif que la France s'apprête à vivre. L'hypothèse d'une crise institutionnelle n'est plus écartée. Certains observateurs évoquent même la possibilité d'une France bientôt plongée dans une zone d'incertitude inédite depuis des décennies. 50e anniversaire du film culte Chronique des années de braise de feu l'Ardar Hamina. À l'occasion, une version restaurée a été projetée dans des cinémas français. Arrive bientôt en Algérie. L'unique Palme d'Or africaine s'était imposée en 1975 au Festival de Cannes face à celui de Martin Scorsese et Costa Gavras. Malgré les menaces de mort envers le cinéaste et les alertes à la bombe, ce film poignant revient sur la guerre de libération nationale. Correspondance, Rafaf Belhouchet. Les 50 ans de la Palme d'Or algérienne, Chronique des années de braise. C'était en mai dernier à Cannes, dans un climat franco-algérien crispé. Chronique des années de braise retrouve l'écran en version restaurée 4K. L'hommage n'allait pas de soi car une sélection surchargée, 30 films en attente, dont 15 français. Et pourtant, le film passe, un geste, presque un courage. C'était une bagarre, une grosse bagarre, parce qu'il y avait des gens dans le staff qu'on connaissait qui nous donnaient des infos. Attention, ce soir, ça y est, la sélection a été faite, le film ne va pas être pris. Malik, il faut que tu sensibilises l'équipe enfin Thierry Frémaux et tout ça. Et Thierry a pris c'était une période assez difficile déjà entre nos deux pays. Et il a eu le courage de passer le film. Le destin s'invite au montage. La projection a lieu le 23 mai, jour anniversaire de la Palme d'Or 75. À la sortie, un appel. L'Ardar Hamina vient de s'éteindre. Sur l'écran, son personnage, le fou, s'abandonne au cimetière. Dans la salle, son fils pleure son père. La coïncidence frappe comme un coup près. Je termine le film. Je suis en larmes parce que chaque fois que je vois ce film et que je vois cette scène, ça m'émeut. Donc j'ai les larmes aux yeux. Et je sors et le téléphone sonne et il me dit... voilà, ton père est décédé. Un film qui porte aussi la mémoire des risques. À Cannes, déjà, la première fut menacée. Police en coulisses, consignes publiques, l'extrême droite était aux aguets. L'art ici avançait sous pression. Quand on allait aller voir la projection, il y a les services spéciaux de la police qui sont venus nous voir. Ils ont dit à mon père, écoute, les enfants rentrent un quart d'heure après, parce qu'on a eu des menaces de mort. Et ensuite, ils sont allés avertir le public en leur disant, si jamais il y a des rafales de mitraillettes, vous baissez tous la tête. C'était terrible. Il s'est passé la même chose pour Vent-de-Sable, la même chose pour le Vent des Aurès. Vent-de-Sable, ça a été pire. Vent-de-Sable, apparemment, le projectionniste devait être un mec de l'extrême droite. Et ils ont arrêté 2 fois la projection du film. Mais alors, pourquoi ressortir Chronique maintenant, surtout en France, pour montrer sans prêcher, car la transmission manque au jeune public qui n'ont trop souvent qu'un récit édulcoré d'Emmanuel. Il faut éduquer les gens, il faut éduquer les jeunes Français, il faut qu'ils voient. Il faut que Chronique, c'est ça qui est important. Moi, prêcher des convaincus, ça ne m'intéresse pas. Là, les Algériens, ils savent ce qui s'est passé, ils le savent. Le père, le grand-père, ça a été raconté. Mais le jeune Français, Mskin, il a des discours politiques et dans les manuels scolaires, on ne lui raconte pas.
S'il va voir Chronique, d'abord, c'est pas violent, c'est pas la guerre, c'est la vie d'un peuple. Voilà comme ce qu'il a subi. Il va voir. C'est comme ça. Et après, doucement, on peut travailler sur un travail de mémoire. Et l'Algérie, dans tout ça, eh bien, à partir de septembre, le film repartira sur les routes, au-delà d'Alger, projeté dans les chefs-lieux de wilaya, en conditions maximales pour rendre aux spectateurs le respect d'une œuvre et d'une histoire. Prendre mon matériel et organiser sur les wilayas, les chefs-lieux de wilaya, faire 2-3 jours. Installer mon matériel dans une salle et projeter Chronique pour qu'ils le voient vraiment respectueusement, qu'on les respecte. Qu'on leur montre un film, mais dans des conditions maximales. En 2025, Chronique des années de braise redevient ce qui n'aurait jamais dû cesser d'être. Un écran où l'on regarde enfin l'histoire en face, d'où que l'on vienne entre les deux rives. L'Opéra d'Alger a accueilli hier soir le premier prime de la 9e édition de Al-Han wa Shabab. Le programme artistique organisé par l'établissement public de télévision a enregistré un retour remarquable après des années d'absence. Cette première soirée a vu la participation de 20 candidats parmi les jeunes voix prometteuses sélectionnées. Et ils se sont produits devant un jury de qualité qui devra choisir le meilleur performeur et artiste de cette année. L'émission se poursuivra chaque vendredi jusqu'au 31 octobre prochain. Une autre compétition organisée par le PTV se termine ce soir avec le dernier prime de Had El Arwah. La 11e édition du prestigieux concours de Inched réunit 8 participants et des invités également de marques venues de pays africains et arabes seront présents au centre culturel de Jama Al Jazair. Ouverture ce samedi à Alger de l'université d'été des associations à caractère culturel. 200 associations et acteurs du mouvement associatif venus des différentes wilayas du pays prennent part à l'événement qui vise à réunir les vues et valoriser le patrimoine culturel national. La cérémonie d'ouverture a eu lieu au village des artistes à Zeralda en présence du ministre de la Culture et de la présidente de l'Observatoire national de la société civile. Le programme de cette édition comprend des workshops, des sessions interactives sur les moyens de préserver l'identité culturelle et de développer les initiatives associatives en la matière. Et ce concours national de pêche à la flottante organisé hier au port de plaisance des Sablettes, une première édition qui a réuni 36 pêcheurs de plusieurs wilayas pour se mesurer les uns aux autres dans cette technique habituelle des eaux douces. Une ambiance studieuse et beaucoup de passion, comme vous allez le voir dans ce reportage de Myriam Moussaïd. Une journée sous le signe de la passion et de la patience. La météo était clémente, le ciel était bleu et une douce brise rafraîchissait l'atmosphère. L'événement d'aujourd'hui, c'est le premier événement qu'on fait au niveau national. Il regroupe 6 wilayas aujourd'hui qui sont présentes, à travers leurs pêcheurs bien sûr. Et c'est une nouvelle technique qui est en train d'être développée en Algérie. C'est la technique de la bolognaise et de l'anglaise. C'est une nouvelle technique de pêche qu'on est en train d'introduire en Algérie. On reprend toujours les règlements de la FIPS. Aujourd'hui, chaque centimètre de poisson représente 1 point. Alors, vous allez trouver des gens qui vont prendre de gros poissons et d'autres personnes qui vont prendre beaucoup de petits poissons. Ça revient au même. Alors, il faut être très intelligent, savoir quel poisson qui est en train de mordre, quel est le rythme, quelle est la rapidité de faire. Et chaque centimètre, c'est 1 point. Voilà. Et le maximum de points, c'est celui qui va prendre ce concours. 36 participants, tous plus motivés les uns que les autres, se sont donné rendez-vous. Canne à la main, les pêcheurs n'ont pas fait les choses à moitié. Le matériel a été minutieusement choisi et tout l'équipement de pêche nécessaire bien installé. Là, c'est une première, parce que la technique, elle est récente في بلادنا. D'habitude, on pêche dans d'autres conditions, d'autres techniques, sur le casting ou bien autre. Cette fois-ci, l'association nationale a fait cette aventure avec des gens qui d'habitude pêchent sur les étangs et les barrages et tout. Des jeunes pêcheurs aux yeux pétillants d'espoir côtoient des vétérans qui semblent connaître tous les secrets de la mer. Les lignes sont tendues, l'attente est palpable, on n'entend que le bruit des moulinets qui tournent et le clapotis de l'eau.
Je viens de l'Arwat et ça fait 20 ans que je pratique la pêche à la ligne. Au début, ce n'était qu'une passion et aujourd'hui, nous sommes dans des clubs et nous participons à des compétitions régionales et nationales. Et aujourd'hui, cette discipline se pratique dans les normes internationales comme ça se fait dans tous les pays du monde. Chaque participant a sa propre technique, sa propre façon de taquiner le poisson. Certains ont la patience d'une statue, d'autres lancent et relancent leur ligne dans un mouvement régulier. Savoir ce qu'on cherche, quel type de poisson, quel type d'amorce, les montages nécessaires. On fait une petite étude, un petit calcul et on attaque la partie. Chaque pêcheur a une stratégie. Bon, cette fois-ci, la stratégie elle est vraiment claire. Il faut pêcher surface avec ces petites palomines là. C'est des poissons pélagiques qui sont vraiment en nombre. Il faut profiter. Et chacun a une technique, comment il pêche ce genre de poisson. La journée arrive à sa fin, les prises sont nombreuses, mais au-delà de la victoire, c'est l'amour de la mer, le respect de la nature et le partage qui ressort de cette journée. Alors on va parler patrimoine et on remonte le temps vers le XIIe siècle, période de la construction de la Kasbah de Béjaïa par les El Mohed. La citadelle est aujourd'hui un des sites historiques incontournables de la région et porte les traces des différentes civilisations et surtout du rayonnement culturel et scientifique auquel elle a participé. L'un des illustres personnages qui l'ont marqué, le sociologue et historien Ibn Khaldoun. Reportage de Hicham Daouf. Béjaïa est une ville où le savoir et la nature se rencontrent harmonieusement, faisant d'elle une destination incontournable pour les passionnés de culture et les amoureux de paysages authentiques. La Kasbah de Béjaïa est un site historique qui date de l'époque médiévale et connu pour son architecture impressionnante et son importance stratégique. Tout au long de son histoire, elle a été un point de rencontre entre différentes cultures, notamment arabes, berbères et européennes. La Kasbah de Béjaïa, à travers de son histoire aussi, elle a connu plusieurs modifications architecturales. Donc l'arrivée des Espagnols en 1510, ils ont solidifié le mur est. Ils ont construit la maison à patio et le fort espagnol. Donc l'arrivée des Turcs, en 1555, ils ont remanié seulement la mosquée Ibn Khaldoun. Et l'arrivée des Français, ils ont construit la partie sud, excepté la muraille qui existait bien avant. Comme j'ai expliqué tout à l'heure, la muraille, quand ils ont construit la Kasbah, ils l'ont directement attachée à la muraille de l'époque hamadite, la partie ouest et la partie sud de la Kasbah. L'importance de la Kasbah de Béjaïa revient aussi à sa superficie qui dépasse les 2 hectares, mais surtout de sa proximité du port. Elle fut construite au milieu du XIIe siècle par le calife de la dynastie d'El Mohed, Abdelmomen Ben Ali, vers 1154. À travers son histoire, cette Kasbah a connu le passage de plusieurs savants et érudits, comme le célèbre Ibn Khaldoun, considéré comme étant le père de la sociologie. Il occupait le poste d'El-Hajjab, qui est l'équivalent d'un ministre de l'État, en plus de son rôle d'enseignant en matière de jurisprudence. Ibn Khaldoun a effectué plusieurs séjours ici à Béjaïa, de 1352 à 1354. Et ça l'a aidé à parler de l'Omran, de l'urbanisme, et ça l'a vraiment aidé dans son livre de la Muqaddima sur l'urbanisme, sur la société. Béjaïa était un carrefour à l'époque médiévale où tous les savants, où tous les érudits passaient par là. Aujourd'hui, une visite de la Kasbah de Béjaïa demeure incontournable pour les touristes locaux et étrangers. Aujourd'hui, on a beaucoup d'agences locales, on a beaucoup de touristes qui veulent découvrir le pays inconnu en Nord-Afrique. Et maintenant, on a beaucoup d'exemples des gens qui visitent Béjaïa, Alger, Constantine. J'aime Béjaïa, la nature y est splendide, avec ses vastes paysages et des sites comme le Cap Carbon. Ce fut une expérience incroyable.
Nous allons maintenant découvrir la ville, qui me paraît elle aussi très agréable. C'est sur le conseil de Riyad que j'ai décidé de venir à Béjaïa et je ne le regrette absolument pas. La réhabilitation des sites historiques ici à Béjaïa et le lancement de plusieurs projets de réaménagement ont permis à cette cité médiévale de reprendre sa vraie valeur dans la carte touristique nationale. Voilà qui termine notre journal. Merci de l'avoir suivi et excellente soirée sur Canal Algérie.